Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire de passion, d'amitié trahie et d'un amour impossible. Plongeons ensemble dans les cendres de l'amour. Alors tout commence dans la ville de Pomarre, un lieu que le narrateur décrit comme l'endroit où son âme de rêveur a été forgée. C'est vraiment le décor d'une jeunesse qui s'annonçait parfaite, un amour naissant et une amitié qu'on croit éternelle. Et c'est là, au cœur de cette ville un peu magique, que va se nouer un lien qu'on pense indestructible entre deux jeunes hommes. Mais alors, des jeunes hommes que tout oppose. C'est un peu comme si le jour et la nuit avaient décidé de marcher main dans la main. D'un côté, on a le narrateur, plutôt du genre introspectif, un peu effacé, le grand rêveur. Et de l'autre, on a Reda. Lui, c'est tout l'inverse, charismatique, solaire, un physique d'Apollon. Le narrateur se compare à un moineau à côté d'un pan, c'est dire. Mais, et c'est ça qui est fou, leur différence, loin de les séparer, crée une sorte d'harmonie parfaite. Tout le monde est fasciné par ce duo. Sauf que, il y a quand même un point de friction. Un point majeur en fait. Leur vision de l'amour. Pour le narrateur, c'est le grand amour, l'unique, celui qui dure toute une vie. Pour Eda, par contre, c'est plus un jeu, une succession de plaisirs. Et c'est cette fissure, cette divergence fondamentale qui va tout faire exploser. Ils ne le savent pas encore, mais c'est une véritable bombe à retardement. Parce que oui, cet équilibre, il était fragile, bien sûr. Et tout va basculer. Un été, en une seule nuit, leur monde va s'effondrer. La cause ? Une rencontre foudroyante et un malentendu absolument dévastateur. Alors, le point de départ de tout ça, c'est une soirée. Une grande réception mondaine chez une des familles les plus puissantes de Pomarre. On imagine bien le tableau. Le luxe, les sourires de façade, les petites intrigues. Et au milieu de tout ça, le narrateur, il n'est pas vraiment dans son élément, il se sent complètement dépassé. Pour lui, c'est comme marcher sur des œufs. Et là, au milieu de cette foule, elle apparaît. D'un seul coup, plus rien d'autre n'existe. Le monde autour s'efface, devient flou. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre, un vrai, immédiat, total, absolu. L'amour avec un grand A, celui qu'il a toujours attendu. Le problème, c'est que ce moment de grâce va être très court. Quelques instants plus tard, c'est le drame. Un simple geste de galanterie envers la sœur de Reda est complètement mal interprété. Et ça part en vrille. Une dispute éclate, violente, publique. Et leur amitié, elle se brise en 1000 morceaux, là sous les yeux de tout le gratin de Pomarre. Alors, imaginez la suite. Le cœur en miettes, sans son meilleur ami, le narrateur est appelé à faire son service militaire. Un exil forcé. On pourrait penser que c'est le début de la fin pour lui, un véritable calvaire. Mais, contre toute attente, cet exil va se transformer en une sorte de paradis secret. Il y a donc deux vies parallèles qui s'installent. D'un côté, la réalité brute, la discipline, la vie de caserne, et de l'autre, le secret. Parce qu'il va réussir à retrouver cette femme mystérieuse, Nour El-Houda. Et au milieu de la grisaille militaire, une histoire d'amour incroyable, pure, romantique va naître, mais dans la plus grande clandestinité. Leur petit coin de paradis, c'est un jardin universitaire. Ça devient leur royaume secret, un endroit hors du temps. Un monde qu'ils se construisent juste avec des mots, des rêves partagés et une affection qui devient de plus en plus profonde, de plus en plus sincère. Forcément, après des mois de ce bonheur clandestin, il est convaincu, c'est elle, c'est son âme sœur. Alors, il prend son courage à deux mains et il pose la question, celle qui peut tout changer. C'est le moment de vérité. Et la réponse, c'est un coup de massue. Je ne peux pas. C'est sec, c'est définitif. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune explication. Rien. Ce refus le fait sombrer dans une incompréhension totale, un désespoir immense. On avance de 2 ans. Le service militaire est terminé. Le narrateur rentre à Pomarre. Il est toujours dévasté, bien sûr, mais il a besoin de comprendre. Il cherche un moyen de tourner la page, de guérir. Et là, le hasard fait bien les choses. En apparence, il tombe sur Reda en pleine rue. Il se tombe dans les bras. En une seconde, les 2 années de silence, de regret, tout est effacé. On a l'impression que l'amitié renaît de ses cendres. Reda est fou de joie. Il est marié maintenant, et il insiste pour que le narrateur vienne déjeuner chez lui. « J'ai une surprise pour toi !» il lui lance. Une surprise ? Oui, mais le genre de surprise que personne ne peut imaginer. Le voilà donc chez Reda. L'ambiance est aux retrouvailles, à la joie. Le narrateur attend de rencontrer celle qui a réussi à caser son ami, lui qui était un tel papillon. Et quand la porte s'ouvre, le monde s'écroule. C'est le sommet de la tragédie. La vérité, la terrible vérité,
éclate en un seul regard. La femme qu'il aime, son grand amour perdu. C'est Nour el-Huda. C'est la femme de son meilleur ami. Et si on pensait avoir touché le fond, eh bien non. Le coup de grâce arrive juste après. Reda, tout fier, annonce que sa femme est enceinte et il demande au narrateur d'être le parrain. Là, la boucle de la souffrance est bouclée. C'est d'une cruauté absolue. Complètement anéanti, le narrateur se dit que c'est fini, qu'il a tout perdu. Mais quelques jours plus tard, coup de théâtre. Nour el-Huda est à sa porte. Elle est enfin venue pour tout lui expliquer, pour révéler la vérité qui se cache derrière son choix impossible. Et là, elle vide son sac. Elle lui raconte tout. Le mariage arrangé promis depuis l'enfance, son impuissance totale face à la décision de sa famille. Elle lui avoue qu'elle l'aimait, bien sûr qu'elle l'aimait, mais que son destin était déjà écrit. Son refus, son silence, ce n'était pas un rejet, c'était un sacrifice pour ne pas l'entraîner dans un mensonge. Et le narrateur se retrouve avec cette révélation et une prise de conscience assez profonde, finalement. Cet amour si pur, si vrai, même s'il est perdu, il n'est pas mort. Il s'est juste transformé en autre chose. En cendres, oui, mais des cendres chaudes, des braises qui continuent de vivre en lui. La question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que cette métamorphose, aussi belle soit-elle, peut vraiment suffire à consoler une vie de regret ?